Merci beaucoup. Est-ce que je peux partager mon écran? J'ai la main pour ça, je le fais. Oui, bien sûr, oui, oui. Oui, ok, donc j'y vais alors. Voilà, ok. Voilà, je pense, vous voyez tous mon... C'est parfait. Très bien, Vous très bien. m'entendez, vous voyez, parfait, très bien. Voilà, donc merci beaucoup aux organisateurs, à l'Académie nationale de chirurgie de m'avoir proposé de venir participer à cette session avec d'autres de mes collègues, donc, sur les infections du site opératoire. Donc moi, Pascal Astagnaud, je suis PUPH à la Pitié-Salpêtrière, je m'occupe d'hygiène, de santé publique, d'infection depuis longtemps, et l'infection du site opératoire est un des thèmes prioritaires qu'on porte dans le cadre de la structure dont j'ai la responsabilité, qui s'appelle le CEPIA Île-de-France, qui est donc situé à la PHP, mais qui a pour vocation de travailler avec toute la région Île-de-France et tous les établissements de santé de l'Île-de-France, et par ailleurs il porte une mission nationale, une nouvelle mission nationale, enfin disons redéfinie, qui concerne justement les infections en chirurgie, en particulier la mission SpeakMe. Je vous mettrai juste une diapo à la fin, mais c'est pas l'objet de mon topo aujourd'hui, donc j'en parlerai de façon très discrète sur une dernière diapo sans plus. Il répondra à vos questions, bien entendu. Voilà, alors donc on m'a demandé de traiter l'historique, les définitions et l'épidémiologie des infections du site opératoire, un peu, je pense, en guise de topo introductif. Alors pour vous rappeler simplement des choses que vous connaissez déjà, mais qui sont toujours intéressantes à rappeler, c'est d'abord les infections du site opératoire. Si on regarde les données qu'on a en France sur leur importance par rapport aux autres infections associées aux soins, ce qu'on appelle plus infections associées aux soins maintenant, il remplace, je dirais, de façon élargie les infections qu'on appelait nosocomiales, mais enfin ça reste des infections nosocomiales malgré tout. Et on voit que en fait, lors des dernières enquêtes nationales de prévalence, la dernière ayant eu lieu en 2017, les ISO sont au deuxième rang, juste après les infections urinaires, et à peu près à égalité avec les infections respiratoires, donc dans ces enquêtes. On sait que c'est un indicateur de qualité des soins. Alors certains disent même de performance hospitalière, c'est des termes qu'on peut tout à fait discuter, c'est pas nécessairement forcément une obligation, mais en tout cas le fait de faire une part de ces infections est liée aux bonnes pratiques de soins, et en particulier en chirurgie. On sait que ces infections ont eu un impact relativement important. Je sais que vous avez des présentations dans les futurs exposés sur ce sujet-là, donc je ne détaillerai pas plus. Je vous ai mis quelques références un peu récentes sur le sujet, mais elles ne sont pas exhaustives. À la fois un impact en termes de mortalité. Là, il y a l'exemple d'une étude, bon, vous ne pouvez pas la lire, mais c'est dans PLOS Médecine. En 2016, ça a été fait au niveau européen, et ça montre que les infections du site opératoire, en fait, sont situées à la 4e place, on va dire, en termes de nombre d'années de vie perdues. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même un impact important, même si c'est pas le premier impact sur la mortalité liée aux infections associées aux soins, c'est plutôt les bactériémies et les pneumopathies, mais l'infection du site opératoire reste importante. Et puis il y a aussi des impacts, sans parler de la mortalité, à la fois financiers, mais aussi sur la prolongation d'hospitalisation, par exemple, ou les réhospitalisations, les réopérations, et puis les risques à plus long terme d'incapacité, par exemple, de handicap, etc., surtout sur les infections, par exemple, de la sphère ostéo-articulaire. Donc ça, c'est une chose très connue, j'insiste pas. On sait que un certain nombre des infections ont fait un petit peu... créer de l'émotion, à la fois médiatique pour certaines. Là, je vous ai rappelé l'histoire de Depardieu il y a plusieurs années, qui avait fait effectivement un peu remuer les choses. Et puis, il y a de toute façon, d'une façon générale, c'est des causes de recours en indemnisation et de plaintes assez fréquentes. Enfin, on sait que c'est des infections, et c'est ça qui est intéressant, potentiellement évitables par la prévention. Et il y a de nombreuses recommandations, de nombreux guidelines, à la fois français et internationaux, que je vous ai mis là en référence, aussi bien américains qu'européens ou au niveau de l'OMS. Je vous ai mis celui de l'OMS ici. Donc tout ça, c'est des choses qui sont à rappeler, qui sont relativement connues. Alors,
On sait que l'incidence de ces infections est variable d'une chirurgie à une autre. Voilà un exemple ici des données de la base Raisin que qu'on avait jusqu'en 2018 et qui montre qu'entre la chirurgie veineuse ou traumatologique et l'urologie ou la chirurgie coronaire, il y a des différences. C'est des moyennes en incidence, brutes, c'est pas ajusté. Donc ça, on le sait déjà depuis un certain temps. Si on regarde des focus sur, par exemple, la chirurgie digestive, eh bien, on voit que c'est variable également d'une intervention ou d'un groupe d'intervention à une autre, avec des variations qui vont de 1 à 4 ou 5 en fréquence, en incidence. On sait qu'elles surviennent quand même chez les patients pour lesquels on n'a mesuré aucun facteur de risque. Donc ça veut dire qu'il y a une part sûrement d'inévitabilité. On sait aussi qu'il y a des différences de fréquence en fonction, j'y reviendrai sur la définition, en fonction du niveau de l'infection. Vous voyez ici, selon la définition classique, en gris, les ISO de l'organe, en vert, disons, les ISO profondes et en bleu, les ISO superficiels. Vous voyez qu'en fonction du type de chirurgie, il y a également une répartition qui est assez inégale selon les interventions. Ce qu'on a constaté, là c'est encore des données issues du Raisin en 2018, vous voyez que les reprises chirurgicales dans cette spécialité, c'était à peu près une fois sur 3 pour une ISO, et que le délai en général de survenue médian, c'est-à-dire à peu près 50% des patients, était de 9 jours, allant de 6 à 15 jours. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que le chirurgien a validé le diagnostic d'ISO dans l'immense majorité des cas. Et je voudrais revenir un petit peu sur ça pour vous rappeler donc les définitions classiques des ISO, parce que en effet, on a depuis longtemps, on utilise la définition que les Américains des Centers for Disease Control Atlanta avaient proposée, en tout cas pour la surveillance de ces infections. On considère qu'une infection est une ISO quand elle survient au site de l'intervention dans les 30 jours, et on admettait éventuellement 1 an pour une prothèse. Mais surtout, un des critères, c'était que on demandait l'avis clinique du médecin, en général du chirurgien, et en fait, une étude européenne, dont Gabriel Birgan va parler tout à l'heure, donc c'est pas de là-dessus qu'il va parler, si j'ai bien compris, mais en tout cas, il avait coordonné une étude qui a été publiée dans PLOS ONE il y a quelques années, qui montrait que, en fait, la reproductibilité était relativement discutable en termes de définition, et qu'il y avait une concordance des avis qui était en fait très variable, alors à la fois selon les sites, les pays, etc., et que ça posait potentiellement un problème. Donc là, vous avez la définition à 3 niveaux. Vous avez la peau, les tissus cutanés, et puis ça c'est superficiel. Après, vous avez un niveau intermédiaire qui concerne le fascia et le muscle, et puis après, vous avez l'organe. En fait, donc les Américains ont reproposé, alors on ne va pas la détailler parce que c'est trop long, mais je vous ai juste mis une illustration, vous pourrez la retrouver sur les sites référencés habituels. Le système américain s'appelle maintenant National Healthcare Safety Network, NHSN, et ils ont reproposé des définitions selon les 3 niveaux, voilà. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que, alors pardon, là le cadre a un petit peu dérapé, mais c'était pour vous montrer que dans les infections superficielles, donc les différents critères dans les 30 jours, donc le niveau, donc on a vu ici, et l'existence de signes cliniques, au moins un des signes suivants, PU, etc., micro-organismes, et voilà. Et en fait, on admet aussi un critère qui est le diagnostic est posé par le médecin ou enfin le médecin désigné, que ce soit le chirurgien ou un autre médecin. Donc il y a encore ce critère qui est admis, qui est une source de variabilité, qui est très importante. Nous, quand on propose un système de surveillance des ISO, on considère que le chirurgien doit absolument participer au diagnostic des ISO. C'est même une incitation, je dirais, à recompter, à vérifier que c'est bien une ISO. Ça, je pense que c'est une évidence pour vous. Par contre, le fait qu'il y ait des problèmes d'appréciation, voilà, on pourra peut-être en rediscuter après. Voilà, alors ça se pose moins maintenant sur les définitions, soit des infections dites profondes, soit de l'espace, enfin de l'organe, où là on a de façon plus évidente des diagnostics qui font moins appel peut-être au jugement clinique.
Voilà, donc ça c'est ce que je voulais vous dire sur ces nouvelles définitions. Là, c'est la dernière version qui vient juste de sortir. Alors après, sur l'évolution un petit peu, puisqu'on me demande de faire un peu d'épidémiologie, donc rapidement, en fait, on a constaté, les réseaux de surveillance ont été mis en place sur ces questions au niveau national en France depuis la fin des années 90. Et donc on dispose de données maintenant avec presque 20 ans de recul. Et on voit déjà sur cette première partie, sur vous voyez, sur cette bonne dizaine d'années là, de surveillance, une réduction de ces taux d'ISO d'environ la moitié alors là j'ai mis 20 ans, en fait c'est un peu moins de 20 ans, mais en tout cas on atteint depuis le début des années 2010 un plateau et ça diminue un peu moins. Donc c'est un programme prioritaire qui reste prioritaire et on voit qu'on a eu des résultats probablement liés à une amélioration d'un certain nombre de pratiques. Après, quand on regarde des données un peu plus récentes, vous voyez, je vous ai montré sur des chirurgies particulières, si on n'a pas l'impression que ça bouge beaucoup en chirurgie digestive ou gynécologique ici, vous avez les interventions cibles qui sont surveillées dans le cadre de ce réseau. Par contre, en orthopédie, ces dernières années, on a constaté une augmentation, en particulier sur les infections après reprise de hanche ou de genou. Ça n'a pas l'air de trop bouger sur le plan des prothèses. Bon, ça représente quand même un nombre d'interventions et d'établissements participants relativement important, même si c'est pas exhaustif, bien entendu. Mais c'est quand même intéressant de voir ça. Alors, on n'a pas d'explication pour l'instant sur ça. Ça méritera sûrement une analyse plus fine. On avait fait une étude à partir de la base de données PMSI, qui sert maintenant, comme vous le savez, de base pour le calcul d'un indicateur que la Haute Autorité de Santé propose, qui s'appelle l'ISO-ortho, en chirurgie donc prothétique genou et hanche, et où on avait montré qu'en fait, une grande majorité des infections, bon là il faut le lire à l'envers, c'est-à-dire que en fait la courbe montre que la diminution, c'est le nombre de personnes restant encore sans infection au cours du temps, au cours du suivi. Et donc on voit que la majorité des infections en fait surviennent dans les 90 premiers jours, c'est-à-dire dans les 3 premiers mois, ce qui a rendu, ce qui a fait qu'on adopte volontiers maintenant en termes de définition des ISO l'idée de 90 jours et non plus de 1 an sur ces infections sur prothèse. Néanmoins, il y a environ un tiers, au moins 30% de ces infections sur prothèse ostéo-articulaire qui surviennent de façon tardive. L'incidence globale étant d'environ 1,5%, c'est sur des données qui ont été publiées assez récemment. Un petit mot sur la chirurgie ambulatoire. Vous aviez parlé tout à l'heure en introduction de la chirurgie ophtalmologique. Là, on avait fait également une analyse de données sur une base de données du PMSI il y a quelques temps. Là, il n'y a pas très longtemps, ça avait fait l'objet d'un travail d'un étudiant. Et on avait constaté sur quelques chirurgies qui étaient dans ce cadre-là, non pardon, c'était pas le PMSI, excusez-moi, c'est la base de données Raisin, pardon, où on avait constaté en chirurgie ambulatoire, donc vous avez là les veines périphériques, le sein, les hernies de parois et les cholécystectomies, en chirurgie exclusivement ambulatoire, un taux d'incidence, vous voyez, qui varie de 4 pour 1000 à 2 pour 1000, donc qui est faible, mais qui peut monter, de 4 pour 1000 en moyenne, mais qui peut monter jusqu'à 12 pour 1000 pour la chirurgie du sein, par exemple, c'est-à-dire 1,2%. Voilà, donc ça reste faible, mais c'est quand même pas négligeable. Quoi dire encore? Alors, sur la physiopathologie des ISO, vous connaissez, on distingue classiquement le modèle endogène du modèle exogène. Endogène, on dit que c'est en général une migration, dans la plupart des cas d'infection endogène, c'est une migration directe des bactéries présentes sur les berges du site opératoire. C'est la principale mode de contamination. Il y a potentiellement aussi la voie hématogène à partir d'un site infecté à distance, mais c'est plus rare. Et la voie exogène est également plus rare, mais en général, c'est dû, quand on arrive à l'identifier en tout cas, à un problème au niveau du personnel, soit des mouvements, soit des ruptures d'asepsie, et tout un ensemble de facteurs autour de ça qui peuvent favoriser cette contamination. L'aérocontamination venant de l'environnement, en dehors des infections fungiques très particulières, sinon, ou peut-être
d'autres mécanismes. Vous savez, il y a eu l'histoire du Mycobacterium chimerae en chirurgie cardiaque liée à l'appareil utilisé pour le réchauffement du sanguin, mais c'est quelque chose de totalement exceptionnel, et donc ça, c'est des choses qui arrivent quasiment jamais. Alors, si on regarde le modèle, en fait, il faut distinguer la contamination de l'infection. En fait, ce qui favorise le passage de la contamination à l'infection à proprement parler, c'est-à-dire au signe clinique, c'est d'une part d'abord le type de bactérie, ses caractéristiques, sa virulence, et puis ses résistances potentiellement aux antibiotiques aussi, et sa quantité, c'est-à-dire son inoculum. Il y a également des facteurs tissulaires, des facteurs de vascularisation, des facteurs d'oxygénation et d'autres, je ne vais pas tous citer, mais qui favorisent donc ce passage à l'infection clinique. Et tout ça est conditionné, bien entendu, par toute une série de facteurs qui dépendent des conditions opératoires tout autant que du terrain du patient. Donc si on peut résumer un petit peu les choses. Alors, si on revient un peu là-dessus, là, quelques données microbio rapidement, vous voyez que on retrouve, selon les chirurgies, une répartition, un profil de bactériologie qui peut être assez différent. Là encore, c'est des données issues du réseau Raisin, où on voit qu'entre la chirurgie digestive, évidemment, on retrouve beaucoup d'entérobactéries. Dans la chirurgie orthopédique, on retrouve beaucoup de staphylocoques dorés et d'autres types de staph, etc. En gynéco, c'est peut-être plus également réparti entre les différentes espèces bactériennes, etc. Et en urologie, on retrouve de nouveau aussi beaucoup d'entérobactéries, ce qui ne surprend personne. Ce qui est intéressant, c'est de voir le taux de SARM, là, qu'on avait regardé à l'époque, où on avait des taux de SARM assez variables, et vous voyez, ça variait de 10 à 20% selon le type de chirurgie. Voilà, on sait que les SARM ont tendance à diminuer maintenant en France depuis une dizaine d'années, et sont malheureusement remplacés par les EBLSE. J'ai pas le temps de vous montrer des données générales, mais je pense que vous le savez. Alors, les facteurs de risque individuels des patients qui influencent le risque sont extrêmement variables. Il y a des facteurs liés au terrain. Je vous en ai cité ici, c'est assez classique. On retrouve ici la charge microbienne préopératoire avec les fameuses classes de contamination d'Altmeyer. Il y a aussi la nutrition ou l'obésité d'une façon plus générale. Les scores ASA qu'on retrouve également. Et puis les facteurs opératoires qui sont variables. Là aussi, le fait que les conditions opératoires, la technique, le fait que c'était réalisé en urgence ou pas, la notion de saignement ou d'hémostase pendant l'intervention, la notion d'hypothermie pendant l'intervention qui semble assez fréquente, autant que l'on puisse voir par des études qui ont été faites, en particulier une étude en France qui a été faite récemment qui montrait qu'à peu près 50% des patients étaient en hypothermie pendant les interventions. Alors c'est une étude, c'est probablement discutable, mais en tout cas c'est un phénomène qui existe et on verra dans les recommandations que c'est quelque chose qui est important de corriger. Il y a l'oxygénation tissulaire aussi, puis après il y a toute une série d'autres facteurs, dont la durée opératoire, bien entendu, et puis surtout les pratiques non seulement de désinfection, de préparation cutanée de l'opéré, mais également d'antibio-prophylaxie. Alors 2 points simplement chiffrés sur ces différents sujets, je ne vais pas tous les passer en revue, j'ai pas le temps, mais bien sûr l'obésité semble être un facteur de risque, vous voyez par exemple en chirurgie digestive, de même que le diabète. On retrouve également en gynéco-obstétrique le même, vous voyez, avec des odds ratios ou des ajustés, c'est des analyses multivariées qui ont été faites également significatifs, et en chirurgie bariatrique, on retrouve potentiellement l'hypertension artérielle. Donc des comorbidités qui peuvent éventuellement être, en plus des autres facteurs cités, importants. Alors là, ici, c'est je trouve une référence intéressante qui a été publiée dans JAMA il n'y a pas longtemps, qui récapitule un petit peu les guidelines des différentes, alors à la fois en comparant les guidelines de l'OMS, que je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à consulter parce que c'est assez complet, mais également les recommandations américaines ou des sociétés de l'American College of Surgeons, par exemple. Alors, j'ai pris là l'antibiotrophylaxie parce que c'est classique, évidemment, il y a des évidences pour faire des modalités d'antibiotrophylaxie. En particulier, on recommande, alors c'est pas tout à fait cohérent entre les différentes guidelines, mais l'OMS recommande que ça soit dans les 2 heures, mais alors que les autres recommandent plutôt dans l'heure qui précède l'incision, voilà, sauf si c'est une intervention longue, on peut éventuellement être amené à réinjecter quand ça dépasse la demi-vie de l'antibiotique.
ou quand il y a une perte sanguine. Bon, enfin voilà, il y a un certain nombre de conditions. Tout ça, vous le savez. Vous voyez, on retrouve ici derrière, donc bien sûr, la préparation qui vient de l'opérer, mais le contrôle de la glycémie, la normothermie à contrôler pendant l'intervention et l'oxygénation tissulaire. Donc on retrouve ces facteurs-là. Alors juste un petit focus sur encore nos données raisins, données françaises assez récentes, où on avait trouvé quand même des écarts aux bonnes pratiques à la fois dans les indications d'antibioprophylaxie, vous voyez, sur les trois principales interventions sur les trois principales spécialités d'intervention suivie, on trouve que, vous voyez, par exemple, en gynéco, il y a des antibioprophylaxies qui sont faites, elles ne sont pas recommandées, et en chirurgie digestive, on trouvait aussi un tiers, donc ce qui est quand même assez considérable. En orthopédie, ça ne posait pas de problème. À l'inverse, elles n'étaient pas faites dans un certain nombre de cas, mais c'était quand même moins fréquent. Et quand on regarde les délais d'administration dans les 60 minutes ou plus de 60 minutes, ou simplement, alors a fortiori après l'incision, donc ça c'est avant l'incision, après l'incision, donc la plupart c'est quand même respecté, et vous voyez qu'il y a quand même 16% en chirurgie digestive dans ce réseau-là qui était après l'incision, et certains au-delà de 60 minutes, peut-être ça peut se discuter encore, puisque vous voyez que les guidelines ne sont pas tous cohérents, mais après l'incision, on ne voit pas la raison. Voilà. Alors après, il y a d'autres facteurs de risque. Bien sûr, il y a le fait, alors pour l'histoire du staph doré, il y a l'histoire du portage nasal. Donc vous avez pas mal de littérature là-dessus. La question est de savoir s'il faut décontaminer en préopératoire avec la mupirocine de façon ciblée ou universelle, c'est-à-dire après dépistage ou chez tous les malades. Bon, ça a été montré relativement efficace en chirurgie cardiaque. Ça, on le sait à peu près. Pour les autres chirurgies, c'est moins évident. Peut-être en chirurgie ortho aussi. Il faut voir. Quant à l'environnement, on avait longtemps dit que l'air avait un rôle mineur. En fait, il y a des études un peu récentes, je vous ai mis la référence là, qui montrent que l'air peut jouer un rôle potentiellement. Après, c'est pas forcément la machinerie qui est du traitement d'air de bloc qui est en cause, mais potentiellement la circulation d'air qui peut être perturbée par la circulation des personnes en particulier. D'où ça renvoie finalement au troisième grand groupe, qui est le facteur lié aux pratiques et aux organisations. Et ce facteur lié aux pratiques et aux organisations, je pense que vous en reparlerez, mais ça va des facteurs de management d'équipe, des facteurs structuraux au comportement du personnel. Bon, là, je vous ai fait un graphique, comme je ne veux pas être trop long, je vais rapidement avancer, mais c'est compliqué puisqu'il y a beaucoup d'acteurs dans un bloc. J'ai pris ça à partir d'une étude qui a été faite et publiée dans le JAMA il n'y a pas très longtemps. Voilà, vous avez à la fois le chirurgien anesthésiste, les infirmières, bloc ou pas bloc, et tout ça doit être organisé. Pour terminer, une dernière diapo que j'ai trouvé intéressante parce qu'on n'en parle pas souvent, pourtant on parle beaucoup du facteur climatique. Eh bien, une étude allemande a montré qu'il y avait peut-être une relation. Alors c'est une relation, je dirais, d'ordre statistique, sur le plan statistique qui est peut-être discutable, mais en tout cas qui montre qu'il y aurait une augmentation des ISO pendant les périodes chaudes de l'année, donc une relation avec le climat, ce qui veut dire que si le réchauffement climatique se poursuit, eh bien les ISO ont peut-être encore de belles journées devant elles. Voilà, et j'en termine là, donc ça c'est juste pour vous rappeler qu'on démarre un nouveau programme de surveillance et de prévention du risque d'infection en chirurgie. Je vous remercie et je suis prêt à répondre à vos questions. Vas-y, merci. Bonjour Pascal, c'est Patrice Bélier. Oui, bonjour Patrice. Merci beaucoup pour ce panorama très intéressant parce que il y a un certain nombre de choses. On voit que l'incidence en ambulatoire a tendance à augmenter. Oui, alors c'est vrai. Bon, là, c'est des données, il faut toujours faire attention aux études parce que, bon, après, c'est vrai, on a l'impression que au cours des années de l'étude que je vous ai montré rapidement là, c'était à partir des données interrégionales que l'on avait pu avoir en sélectionnant vraiment les patients ambulatoires sur les quelques chirurgies qui sont présentées, et on a une augmentation. Alors, elle n'est pas complètement significative parce que la difficulté qu'on a pour faire de l'évaluation chirurgie ambulatoire,
ambulatoire, c'est que comme le risque d'infection est relativement faible, vous voyez, c'est en général inférieur à 1%, c'est plutôt même de l'ordre du pour 1000 ou du 5 pour 1000, enfin c'est quelque chose de relativement faible. Il faut un grand nombre de patients suivis en chirurgie ambulatoire. Et on se heurte à deux écueils méthodologiques. Le premier, c'est d'abord de les suivre, parce que justement, ils sont plus à l'hôpital. Et donc, pour repérer les infections, il faut arriver à les tracer. Certains vont pas être hospitalisés forcément, parce que c'est des infections superficielles, et ils vont pas forcément revenir, et donc on va les perdre, si on n'a pas de système, en tout cas, de récupération ambulatoire. Donc, c'est possible qu'il y ait une sous-estimation aussi. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il faut un nombre suffisant de patients inclus pour pouvoir trouver des différences statistiques, y compris au cours du temps. Et là, on voit bien qu'on a pris soin sur le graphique, enfin, je sais pas, vous l'avez plus sous les yeux, mais vous regarderez mes diapos, on a pris soin sur le graphique de mettre des intervalles de confiance, et quand on regarde les intervalles de confiance, il n'y a pas une si grande différence que ça sur les 4-5 années d'évaluation. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur les facteurs qui font que le taux d'ISO a diminué, notamment depuis 1999? Oui, alors, on aurait envie de dire cocorico. Bon, je pense qu'il faut toujours rester modeste. Il est quand même probable que les infections aient diminué. Enfin, le risque infectieux est diminué. Alors, est-ce que c'est 50%? Est-ce que c'est 30%? C'est difficile de le dire. Là, on a un chiffrage qu'on n'avait pas avant. Donc, grâce à ces données de surveillance et grâce à la participation, je dirais aussi, de tous les services qui ont fourni des données pendant toutes ces années, même quand on ajuste sur les risques des patients, etc., on retrouve quand même une diminution. Et donc, on peut faire l'hypothèse que, sachant qu'en plus, la gravité potentielle des patients, leur facteur de risque préalable, a tendance plutôt à augmenter, tant qu'on opère des malades de plus en plus potentiellement lourds. Donc c'est plutôt un bon signe, c'est-à-dire qu'on a quand même réussi à gagner, je dirais, sur un risque qui reste un risque, mais qui a un peu diminué, certainement par une meilleure compliance, une meilleure observance des bonnes pratiques. Alors la préparation cutanée de l'opéré, je vous ai cité antibio-prophylaxie, on voit qu'il y a encore des écarts, mais c'est pas pour autant qu'on arrive à relier ces écarts avec un risque direct sur l'infection, parce que c'est encore une fois, c'est un peu difficile à faire, mais on sait quand même qu'il faut essayer d'améliorer les bonnes pratiques d'antibioprophylaxie, les bonnes pratiques des infections cutanées, et puis je crois que tout l'enjeu maintenant, il est, si on veut encore gagner un petit peu de réduction de risque, il est beaucoup sur l'organisation et le management des soins. Vous savez comme moi que le regroupement des unités de chirurgie, en particulier dans les grands hôpitaux, avec les blocs qui deviennent des véritables usines à opérer les malades, sont pas sans inconvénients en termes de management et d'organisation d'équipe. Je parle même pas des problèmes informatiques qu'on connaît tous. Et c'est possible que ça empêche, si vous voulez, une vraie amélioration de la qualité, parce qu'on peut toujours dire faites bien comme il faut, il y a des recommandations, faites attention, l'hypothermie, l'oxygénation, la désinfection cutanée, nanana. Mais en pratique, si le chirurgien opère avec son équipe et que tout le monde rentre et sort sans arrêt, que les gens communiquent pas entre eux, que les mauvaises informations arrivent au mauvais moment, je veux dire, on restera toujours bloqué sur ça. Et je pense que le risque infectieux est quand même relativement lié à ça. Pas que à ça, mais à ça quand même. Non, je pense qu'on ne peut pas trop... Bien sûr. Oui, merci pour cette communication. Moi, je voulais poser deux questions concernant justement les taux qui ont été obtenus dans le cadre du raisin. On a tous fait des déclarations, etc. Donc, et on s'est rendu compte que, tu l'as montré, que finalement, il y a certaines interventions où le taux est maintenant très faible. Par exemple, les hernies inguinales, enfin bon. Est-ce que, donc première question, est-ce que vous pensez cibler plus sur un certain nombre de situations? On voit bien que, tu l'as montré, la chirurgie cardiaque, la chirurgie orthopédique, la chirurgie colorectale, la gynéco-obstétrique sont quand même plus impactées qu'un certain nombre d'interventions. Donc,
Donc ça, c'est première question en termes de recherche épidémiologique. Et puis deuxième question, est-ce que dans la littérature, le fait que ce soit déclaratif modifie le taux d'infection par rapport aux gens ou par rapport aux enquêtes où ce sont des intervenants extérieurs qui ont examiné les situations? Oui, c'est deux bonnes questions. Merci de les avoir posées. Je ne sais pas si je vais réussir à répondre complètement à ça. Le premier, c'est la cible. Moi, je suis assez d'accord pour l'idée qu'il faut cibler des interventions pour lesquelles on a une marge de progression en matière de réduction. La question, c'est lesquelles? Parce que c'est pas parce que, par exemple, que tu as cité les hernies de paroi. Les hernies de paroi, effectivement, associé à un risque relativement faible. Cela dit, on a gagné quand même un petit peu les premières années sur les hernies de paroi. Alors, si on ne les surveille plus, parce qu'on dit, bon, bah, ça y est, c'est réglé, on ne gagnera pas plus, il faut mieux s'intéresser aux autres, le risque, c'est que ça remonte. Enfin, je dis pas que c'est pas la surveillance, c'est à la fois, c'est à double facette, c'est-à-dire à la fois la surveillance, ça sensibilise les gens à faire et à appliquer les bonnes pratiques, et à la fois ça sert à faire des chiffres et évaluer si la prévention a un impact. Donc c'est un peu les deux. Donc c'est toujours difficile de dire qu'on abandonne une chirurgie qui est en plus très fréquente. Et très fréquemment pratiquée, comme tu le sais, et pour lequel le risque est relativement peu acceptable en plus. Parce que justement, on s'attend à ce que ces chirurgies, sauf des terrains très particuliers peut-être, mais ne s'infectent jamais, ou très peu. Donc c'est toujours à double facette, ce genre de décision. Mais je suis d'accord pour dire qu'il faut y réfléchir. C'est d'ailleurs le cas de ce qu'on fait dans le nouveau programme Speak Me. On essaye de définir avec des collègues chirurgiens, et bien entendu, vous êtes tous invités à nous donner votre avis sur quelles sont les meilleures cibles pour cette surveillance. Quant à la deuxième question sur déclaratif, eh bien, je pense que le mot déclaratif, je ne sais pas s'il s'applique vraiment à notre situation. C'est-à-dire que quand on va on essaye de passer à un système, c'est pour ça que le raisin s'est arrêté. Moi, personnellement, j'aurais souhaité qu'il continue en attendant qu'on ait un nouveau système de remplacement, mais enfin bon, les autorités ont décidé autrement, on ne va pas revenir là-dessus. Donc on essaye maintenant de remettre un système semi-automatisé ou totalement automatisé. Bon, disons, si on prend l'iso-ortho, c'est totalement automatisé. On voudrait essayer de développer dans la chirurgie quelque chose qui soit semi-automatisé, c'est-à-dire qu'il fasse intervenir quand même le chirurgien ou le médecin qui va voir les malades pour confirmer les diagnostics d'iso sur une suspicion chez des malades, donc pour lequel on a une suspicion à partir des données du dossier médical ou du PMSI. C'est ça l'idée de la surveillance semi-automatique. Alors, c'est pas tout à fait déclaratif, il y a quand même une action sur la confirmation du diagnostic, mais c'est pas une personne extérieure, ça c'est vrai, c'est pas une personne extérieure. Alors voilà, là, après il y a une question d'allocation de ressources pour faire ça, parce que ça demande quand même beaucoup de moyens, et donc beaucoup de temps. Les chirurgiens, pas plus que les autres soignants en ce moment à l'hôpital, ont beaucoup de temps pour faire ça. Les équipes d'hygiène essayent d'aider, mais elles ont également d'autres préoccupations que la chirurgie, donc c'est vrai que c'est toujours un peu difficile, et c'est pour ça qu'on essaye d'aller vers des systèmes un peu plus automatisés qui récupèrent des données, pas vraiment déclaratives, mais en tout cas qui ont été rentrées pour d'autres raisons, qui sont des données médicales ou des données de codage au niveau du PMSI, avec tous les inconvénients que ça peut présenter par ailleurs aussi. Mais voilà. Merci. Juste peut-être une remarque sur la chirurgie ambulatoire. C'est peut-être lié au fait qu'on opère des malades de plus en plus lourds en ambulatoire. Ça ne minore pas le problème d'ailleurs, mais c'est peut-être une explication. Oui, tout à fait. Oui.